and we'd like to begin first by a land acknowledgement. We'd like to begin by acknowledging that Concordia University is located on unceded Indigenous lands. The Kanakahaga Nation is recognized as the custodians of the lands and the waters on which Concordia stands today. Tiohtià:ke, Montreal, is historically known as the gathering place for many First Nations. Today, it is home to a diverse population of Indigenous and other peoples from all over Turtle Island, North America, and the world. We are humbled and grateful to join you here today to have the opportunity to learn and work with you all on these ancestral lands. We recognize that this Mother Earth allows for our relations and our connections and provides for our needs. We pledge to respect and honor this sacred territory today and every tomorrow. We respect the continued relations with the past, the present, and the future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples in the Montreal community. Nous aimerions commencer par reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanakahaga comme gardienne des terres des eaux sur lesquelles Concordia réside. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que des autres personnes d'autour de l'île aux Tortues, Amérique du Nord et du monde y résidant. C'est avec humilité et gratitude que nous travaillons et apprenons avec vous sur ces terres aujourd'hui ici. Nous reconnaissons que cette terre du mer permet nos relations et nourrit nos besoins. Nous nous engageons à respecter et honorer ce territoire sacré aujourd'hui et tous les jours qui suivront. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous nous reconnaissons les relations continues avec les peuples autochtones et des autres personnes de la communauté montréalaise. So thank you so much for being here with us today, and we'll begin the event. Bonjour, mon nom est Maggie et j'aimerais vous remercier d'être venus en si grand nombre. On est vraiment content de voir que la question du logement est si importante pour les Montréalais. Je vais donner la parole à notre modérateur, Chris Savard, qui détient une maîtrise en politique publique et administration et qui a rédigé sa thèse sur la gentrification à Montréal. Il est actuellement membre du personnel politique de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, NDG, et responsable du développement urbain. So in English, thank you for being so many that showed up to this event. It's very nice to see that the question of housing is so important for Montrealers. I will give the floor to our moderator, Chris Savard, who holds a master's degree in public policy and public administration. He wrote his thesis on gentrification in Montreal and is currently a political staffer at Borough of Côte-des-Neiges, NDG, and he's responsible for urban development. So I'll give the floor to you, Chris. Thank you for coming tonight. Thank you very much. Hello to all. Bonsoir à tous et à toutes. Again, my name is Chris Savard, and I will be your moderator this evening. Thank you to the organizers for inviting me out this evening, and thank you all for being here with us. Welcome to tonight's panel discussion on the Montreal housing crisis. La discussion de ce soir portera sur le thème de la crise du logement à Montréal. Let me begin right away by introducing our panelists before we embark on our discussion. From le Front d'Action Populaire et Réaménagement Urbain, Véronique Laflamme est organisatrice communautaire dans le milieu de la défense du droit au logement depuis 17 ans, dont 12 au FRAPRU, en réaménagement urbain dont elle est l'actuelle porte-parole. FRAPRU est un regroupement national pour le droit au logement intervenant particulièrement en faveur du logement social. Véronique Laflamme has been involved with the fight for housing rights for 17 years, 12 of which were as a spokesperson of FRAPRU. FRAPRU is an alliance of housing rights groups advocating for social housing amongst many other causes. L'Association des propriétaires du Québec. François Bonhomme is a communication director at the APQ, which he's been working
where he's been working since 2014. The APQ advocates for landlords and helps members manage their properties. François Bonhomme est le directeur de communication à l'APQ, où il travaille depuis 2014. L'APQ supporte les propriétaires et leurs membres. Maxime Roy-Allard est porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec depuis 2015. L'organisation lutte pour l'avancement des droits des locataires à travers la mobilisation sociale et l'éducation populaire. Maxime Roy-Allard is a spokesperson for regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec since 2015. This organization defends tenant rights through raising awareness and community mobilization. Daniel Fagan is the Director of Real Estate Investments at Broccolini Construction, which is a leading provider of construction, development, and property management services. Broccolini is active across all asset classes, from multi-residential, office, and industrial development in Toronto, Ottawa, and Montreal. Daniel Fagan est le directeur des investissements immobiliers chez Broccolini Construction, un des plus importants fournisseurs de construction, développement et de gestion de propriété. Broccolini est impliqué au niveau multirésidentiel des bureaux et du développement industriel à Toronto, Ottawa et Montréal. So the format for this evening's discussion will take place as follows. Panelists will have 2 minutes to answer each question. After each question has been answered, there will be 7 minutes for a discussion where any panelist can participate. This event is bilingual, therefore there will be a real-time translation in the chat. We'll allow different panelists the opportunity to answer a question first for each question, beginning with Véronique Laflamme from Frappru. I'll give you a 30-second warning before your time is up. There will be a question and answer period after the panel discussion, so please feel free, for those of you who are participating, to submit your questions in the Q&A tab. After the question and answer period, there will be time for each panelist to make a 90-second closing statement. Le format de la discussion de ce soir se déroulera comme suit. Les panélistes auront 2 minutes pour répondre à chaque question. Après avoir répondu à chaque question, il y aura 7 minutes de discussion auxquelles tout panéliste pourra participer. Cet événement est bilingue, donc une traduction sera offerte dans le chat. Nous allons permettre à un panéliste différent de répondre en premier à chaque question, en commençant par Véronique Laflamme de Frappru. Notez que je vous donnerai un avertissement de 30 secondes avant la fin de votre temps. Il y aura une période de questions et réponses après le panel de discussion, alors n'hésitez pas à soumettre vos questions dans l'onglet questions et réponses. Après la période des questions et réponses, chaque panéliste aura le temps de faire une déclaration de clôture de 90 secondes. All right, without further ado, let us get to the first question of our discussion, which will go to Véronique. The first question will not have a discussion period. So, what is the housing crisis and why does it exist? C'est quoi la crise du logement pour vous et pourquoi est-ce qu'elle existe? You're on mute. Oui, I know. Hi. Bonsoir tout le monde. D'abord, la crise du logement pour le Frappru, c'est que des ménages locataires et des ménages en général n'aient pas accès à un logement qui respecte leur capacité de payer ou plus généralement un logement adéquat. Actuellement, à Montréal, ce sont, selon Statistique Canada, 100 000 ménages locataires qui sont dans cette situation parce qu'ils vivent dans un logement insalubre, trop petit ou trop cher. Donc, la crise du logement, pour nous, c'est ça d'abord, et c'est l'inadéquation entre ce besoin essentiel et ce droit fondamental qu'est le logement et le marché privé qui offre des logements qui ne respectent pas finalement ce droit et ce besoin d'un nombre important de ménages locataires. Dans une situation de pénurie de logement, souvent on va dire que la pénurie, c'est la crise de logement. Pour nous, ce n'est pas la même chose, mais la pénurie de logements locatifs, comme celle qui est vécue au Québec actuellement, empire les choses parce que dans ces cas-là, les ménages n'ont carrément pas de choix, pas d'option, surtout quand ils sont forcés de se loger. La spéculation immobilière va aussi aggraver la crise du logement puisqu'elle laisse la place finalement à toutes sortes de stratagèmes pour faire plus de profit au détriment des locataires souvent les plus vulnérables. Donc,
Actuellement, à Montréal, on ne parle pas de pénurie extrême de logements puisque la pandémie a fait augmenter les taux d'inoccupation, mais en général, au Québec, dans la plupart des municipalités, les taux d'inoccupation ont baissé et sont en deçà du seuil d'équilibre du marché de 3 %. Donc, dans la dernière année, à Montréal, le taux d'inoccupation était le plus bas en 15 ans et ça a laissé place finalement à un nombre pratiquement record de ménages locataires qui n'ont pas trouvé de logement. Pratiquement 400 ménages locataires ont été accompagnés par la Ville de Montréal parce qu'ils risquaient de se retrouver carrément à la rue. On parle souvent de cette situation comme étant la crise du logement, mais pour nous, ce n'est que finalement un symptôme de cette crise plus générale dont je viens de parler, qui se résume finalement à ne pas avoir accès à un logement inadéquat et à être dans une situation finalement où notre logement nous empêche de répondre à nos autres besoins essentiels. OK, merci beaucoup. François Bonhomme. Merci de nous avoir invités, premièrement, à ce panel. La crise du logement existe effectivement depuis plusieurs années, principalement dans la grande région métropolitaine. Bien sûr qu'il faut s'entendre sur ce que veut dire une crise du logement, mais selon nous, la situation, la solution du moins, pour régler la situation de la crise du logement, c'est une aide gouvernementale qui est absente dans un premier temps. On parle de construire, on parle de briques beaucoup, les gouvernements, donc construire des habitations à loyer modique ou des HLM, etc. Cependant, nous, on croit que l'aide directe aux locataires serait favorable puisqu'il y a un parc immobilier qui existe, il y a de la vacance, il y a des logements disponibles. Malheureusement, certains locataires n'ont pas les moyens de payer les prix demandés. Nous, on privilégie l'aide à la personne, donc une aide aux locataires à faible revenu afin de pouvoir payer ses loyers plutôt que de construire de la brique, alors que de la brique existe déjà. Dans un deuxième temps, l'APQ dénonce depuis toujours une méthode de calcul des augmentations de loyer qui est désuète, qui ne permet pas aux propriétaires d'entretenir correctement et de maintenir en bon état leur loyer, leur logement, c'est-à-dire. Bien entendu, je comprends que certains locataires y voient ici un problème d'augmentation de loyer qui serait trop onéreux peut-être pour eux, mais la méthode de calcul au Québec fait que si un propriétaire investit, disons, 100 000 $ cette année pour rénover l'immeuble, son taux de récupération va être sur 43 ans. Donc, on demande au propriétaire de subventionner à lui seul ou presque tout travaux qui est fait sur des immeubles. On croit qu'une revision de la méthode de calcul des augmentations et une aide directe à la personne favoriserait un développement du parc immobilier et un parc immobilier de meilleure qualité. Merci. Maxime Roy, alors. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Pour nous, c'est clair, on peut parler de crise du logement, on peut parler de plusieurs crises du logement. C'est sûr qu'actuellement, il y a une crise du logement qui affecte beaucoup de ménages, et pas seulement les ménages à plus faible revenu. Mais on peut parler de crise du logement abordable permanente, qui est littéralement chronique depuis belle lurette, ce qui fait qu'il y a des ménages locataires à plus faible et modeste revenu qui sont constamment dans une situation d'être incapables de se louer un logement en bon état qui soit abordable pour leur portefeuille. Donc, je pense que cette distinction-là est importante à faire. Je ne vais pas répéter ce que Véronique a dit tout à l'heure. Nos visions vont se ressembler beaucoup au fur et à mesure. Je vais essayer d'ajouter quelques aspects. On a essayé de mettre des chiffres au printemps dernier sur qu'est-ce qu'un peu la crise du logement actuel par rapport au coût des loyers. On a répertorié donc 60 000 annonces de logements à louer sur Kijiji pendant le mois de février, le mois de mai 2020. On est venu aux conclusions qu'un 4,5 sur l'île de Montréal, ça coûtait désormais 1 300 $. À Laval, c'est dans les 1 140 $. Et on a fait l'exercice pour tous les quartiers de Montréal, puis on voit que dans certains quartiers plus centraux, plus chauds, ça frôle souvent les 1 500 à 1 600 $ pour un 4,5, donc un logement de 2 chambres à coucher. Si on regarde les grands logements
Pour les familles, on est souvent dans les 1500, 1600 et plus par mois. Donc, qui peut se louer encore ces logements-là aujourd'hui? Je pense que je réponds à la question en la posant. La SCHL a publié des données aussi dernièrement. On a vu des augmentations de 6% au Québec dans la dernière année. Donc, ça veut dire que les locataires doivent souvent payer des logements qui sont trop chers pour leur capacité de payer. Ils doivent donc couper dans leurs besoins de base ou encore se retrouver dans un risque d'une éviction en non-paiement de loyer. Il faut rappeler qu'il y a près de 40 000 dossiers chaque année au tribunal qui concernent le non-paiement de loyer. Et c'est aussi évidemment l'érosion du parc locatif. Toutes les évictions de locataires qui augmentent en période de crise du logement, beaucoup plus de reprises de logement. On a noté une augmentation de 40% au tribunal cette année. Transformation en condo, plus de Airbnb aussi. Donc, c'est tout ça qui se rassemble ensemble lors d'une crise du logement. Merci. Daniel Fagan. Thanks, Chris. And thank you all for having me here. I think it's an important topic to discuss. What I think the housing crisis is a lack of affordability in your housing choices and just a plain lack of choices in general. If you want to have a definition of affordability, CMHC defines it as having to spend over 30% of your income on housing. That's the general guideline. We know that bigger cities, that often is exceeded. In Montreal, currently, on average, people are spending 45% of their income on housing. It's a far cry from Toronto and Vancouver levels at 75%, but this just shows you how much people are really spending on their housing, and it puts them in a more precarious situation if their financial situation should change. This is caused by the pre-pandemic vacancy of 1.5%, which is well below a 3% stable vacancy. So there's a lack of supply in the market. This really stems from, be it governmental at multiple levels, and also lack of new land for developments, but it really stems from a lack of new supply. Montreal is a very sought after city. We have immigrants coming from around the world. We have people coming in from all regions of Quebec and North America to Montreal. We have a stable economy. We have a low cost of living, these are all positive, but it increases the demand for living space in Montreal, and that needs to be met by increasing supply to match that. Otherwise, you have this disconnect that we see, and housing becomes very unaffordable and unattainable for a large portion of the population. I think I have some more time, Chris. So needless to say, the solution here is for the governments to allow developers to build more, be it cutting red tape, increasing density in certain sectors, because this is really an issue that is going to be solved by the private sector. Housing has been created by the private sector in the past decades, and it's going to be solved that way going forward. All right, thank you very much. Question number 2. How has development been approached up to now? Comment le développement a-t-il été approché jusqu'à maintenant? C'est pour François Bonhomme. Thank you, Chris. Could you just clarify? I'm not certain what you mean by development. I believe housing development. Okay. Housing development in Quebec, and most particularly in Montreal, has been not encouraged much, must I say. As my colleague from Broccolini just said, there is a lack of apartments. There is places there is a lack of field or lands that we can develop on. And the diverse government does not encourage us to do so. It does not encourage neither people to be landlords with the policies of the rental board or Tribunal Administratif du Logement that makes in sort that being a landlord today means putting always money from your pocket out and not being able to recuperate your investment. So it is a very difficult task for landlords to be able just to maintain the quality of their buildings.
And I strongly think that as far as the development has to come, the government has to put forward policies to help landlords maintain their buildings, put policies forward to help tenants get affordable apartments. There you go. Okay, thank you very much. All right. Next person will be Maxime Rollard. Merci. Ben, pour nous, le développement actuel du marché de l'habitation est essentiellement privé. Donc, c'est sûr que c'est pour la recherche du profit que ces développements-là sont faits, souvent du profit rapide. On a des exemples de plus en plus frappants où les développements ou des fonds de retraite, par exemple, détiennent des intérêts importants dans les développements. C'est sûr que ça façonne énormément le développement du milieu de l'habitation. Les prix sont évidemment conséquents à ces développements-là et aux intérêts qui sont derrière tout ce développement immobilier-là. De l'autre côté, le développement du logement social sous toutes ses formes avance à pas de tortue, est très, très limité en raison des faibles investissements des gouvernements successifs depuis bien longtemps. Je suis sûr que Véronique va vouloir nous en parler davantage. Bref, le développement des villes est un peu laissé à la merci des développeurs privés. On l'a vu beaucoup avec la déréglementation du centre-ville de Montréal à outrance, des développements immobiliers dans le centre-ville sous le régime de Gérald Tremblay. Il y a d'ailleurs un très bon documentaire là, sur le sujet qui s'appelle « Main basse sur la ville » que je vous invite à aller voir. Et donc, c'est pas toujours et souvent pas au bénéfice des populations locales qui habitent là souvent depuis longtemps, qui sont déplacées par ce développement immobilier-là. Il y a beaucoup d'évictions qui surviennent pour faire place à des développements immobiliers. Puis on le voit dans les chiffres de la SCHL qui ont été publiés la semaine passée. Ben, l'offre de logement actuellement à Montréal pour les logements abordables, elle est très basse. On parle de 1,5% environ, tandis que les taux d'occupation pour les logements plus chers, plus luxueux, elle est beaucoup plus élevée. C'est ça qui vient un peu influencer d'ailleurs l'augmentation des taux d'occupation à Montréal. Il y a ces deux poids, deux mesures. Il n'y en a pas beaucoup de logements abordables, parce qu'il y a beaucoup de logements, des condos à louer, par exemple. Donc, c'est sûr que le développement immobilier récent a façonné cette dynamique-là actuelle qui fait qu'il n'y a pas de logement abordable ou pratiquement plus. On a demandé à des gens qui cherchent des logements actuellement sur Kijiji ou ailleurs, louer un 4,5 à un prix abordable, c'est une mission impossible à moins de trouver une cession de bail, par exemple. Alors que si on veut louer un condo à 2 500 $, c'est assez facile. Merci. Daniel Fagan. Thank you. So up until now, the vast majority of housing development has been from private developers. The city has tried to do some social development, but it's been very limited. There was an announcement recently in the number of 200 or 300 units. That's really not going to move the needle on this housing crisis. I think Maxime had mentioned it before, private developers, they're looking to earn a return, so they will invest money. It's a very capital intensive exercise to develop real estate. And there's a lot of risk involved from construction and leasing. So there's a risk return equation that needs to be had by investors in order to develop in real estate. And that's really one of the factors here in trying to solve the issue, is to reduce the risk for landlords and for developers to add housing inventory. So if there's any governmental red tape and risk and zoning risk, et cetera, that's going to make it much more difficult for developers to hit a critical capacity to actually build and develop on a site. So I think it really stems from a lack of supply in the market. As Maxime was talking about, there's affordable housing there's very, very little affordable housing. Well, if you create new supply, even if it's in the higher end, people will migrate to that higher end supply, and it will leave more availability in lower end supply. So just the greater supply is going to reduce the pressure for increasing rents and prices around. We've done a lot of development in the city recently. Condos have been coming up all around downtown Montreal, and it needs to continue if we were to get out of this housing crisis.
Thank you very much. Véronique Laflamme. Ben, Maxime en a parlé. Un des problèmes principaux concernant le développement actuel, c'est qu'on laisse les promoteurs immobiliers aller. On les laisse décider de la façon dont le développement va se faire et du type de logement qui sera construit. Ce qui fait que les logements neufs récemment construits sont évidemment extrêmement dispendieux parce que la construction neuve coûte cher. On construit des condos et des petits logements, très peu de grands logements pour les familles. Le type de logement construit dans des tours, etc., répond à une certaine vision de la ville, mais certainement pas aux besoins de l'ensemble de la population majoritairement locataire à Montréal. Donc, il y a une inadéquation entre les besoins de la population locataire montréalaise et ce que construit le marché. En l'absence de mesures pour contrôler puis encadrer finalement le développement immobilier, en l'absence de mesures aussi pour lutter contre la spéculation, dans les dernières années, on a assisté un peu au Far West. Il y a des mesures qui ont été mises en branle, mises en place progressivement et qui ne sont pas encore en œuvre, là, comme le règlement 2020 pour une métropole mixte qui vise à obliger l'inclusion de logements sociaux, entre autres, et de logements familiaux dans les développements immobiliers privés. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore en application, ce qui fait qu'on continue à avoir des projets immobiliers annoncés sans aucun logement social à Montréal. Un autre enjeu, c'est la financiarisation du logement. Ça touche plusieurs grandes villes. On le voit de plus en plus à Montréal. Donc, c'est sûr que le logement est une façon de faire de l'argent et ça contribue au problème, dans le fond, à cette déconnexion entre les besoins de la population et cette logique de rentabilité. Le troisième enjeu, c'est le fait que le logement social, celui-là qui est hors marché privé, que ce soit sous forme de logement public, coopératif ou sans but lucratif, il représente 11% du parc de logements locatifs au Québec. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative au marché privé, il y a pratiquement un monopole, ce qui fait que ce développement immobilier, finalement, qui ne répond pas aux besoins, bien, il y a très peu d'alternatives à ça pour les locataires, finalement, de plus en plus nombreux qui ne trouvent pas leur compte et finalement, qui sont obligés lorsqu'elles sont forcées de déménager, finalement, consacrer une part beaucoup trop importante de leurs revenus pour se loger ou encore pour les locataires dont cette vision de la ville, finalement, ne répond pas aux aspirations. Donc, l'État a négligé les politiques de logement social depuis des années au Québec. Ça a commencé par le retrait du gouvernement fédéral qui, pendant plusieurs années, finançait des milliers de logements sociaux par année, jusqu'à 8 000 dans les meilleures années. Depuis le retrait du fédéral, dans les années 90, finalement, le Québec a pris le relais à la fin des années 90, mais n'a jamais financé autant de logements sociaux, ce qui fait qu'on a une pénurie, un déficit de logements sociaux et qui a finalement ce problème où on a d'une part une marchandisation croissante du logement et de l'autre, finalement, un accès très long au logement social pour les gens qui en ont besoin. OK, merci. On va avoir une période de discussion. Alors, on peut continuer ça. We'll have a 7-minute discussion period open to all panelists starting now. So feel free to jump in. Merci. I want to respond with what Véronique was saying when she was saying that developers kind of build whatever and don't really answer the needs of the market. I mean, that really couldn't be further from the truth. That's like saying a developer would build a product that the market doesn't really want to buy. That's not how it works. We really want to answer the needs of the markets. That's why you'll see in the downtown sector, there will be more 1-bedroom or 2-bedroom apartments that are smaller in size than in the West Island or in the South Shore, for example. So it's really suited for the market that we're building. And the fact that you're leasing up your building signifies that there is a demand in the market for those spaces. So I really do think that we are answering the needs in the market. It's just that these needs are so strong that tenants and buyers are willing to pay higher prices for them. Because believe you me, if there was, let's say 10 times the amount of development in the city, we would definitely not be asking the same prices that we are now. So it really is this lack of supply that's causing all the price appreciation and rental growth.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce sujet? Anyone else would like to comment? Non? OK. Alors, on va passer aux prochaines questions. Who benefits most from the current housing situation? Qui profite de la situation actuelle du logement à Montréal? Alors, c'est à vous, Maxime Roy-Allard. Merci. C'est sûr qu'avec la flambée de l'immobilier des dernières années, la forte spéculation immobilière qui profite le plus de la situation actuelle du logement, ben, c'est les gens qui vendent leurs immeubles à des prix démesurés, là. Il suffit d'aller faire des tours sur les sites de vente d'immeubles, de plex ou de plus gros immeubles. On voit les prix, la surenchère. Donc, c'est sûr que les gens qui ont acheté des immeubles il y a plusieurs années et qui les revendent actuellement profitent énormément de la situation du logement à Montréal. Les petits propriétaires qui achètent à l'heure actuelle payent des prix complètement démesurés. C'est sûr que beaucoup vont devoir s'endetter pour accéder à la propriété. Mais sur le long terme, quand même, ils peuvent espérer une prise de valeur importante de l'immobilier et profiter de la situation du logement sur le plus moyen et long terme, parce qu'ils vont sûrement revendre aussi à fort prix. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de bulles immobilières, de crise de l'immobilier, mais c'est quand même un marché assez sûr. On voit là, comment l'immobilier a survécu à la pandémie jusqu'à maintenant. De leur côté, les locataires profitent clairement pas de la flambée des loyers qui sévit un peu partout au Québec, mais surtout à Montréal. Les locataires subissent plus de discrimination lors de la recherche du logement. On l'a documenté depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de ménages locataires qui ont de la difficulté à se trouver un logement pour différentes raisons, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils n'ont pas la couleur de la peau qui plaît aux propriétaires. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens sont discriminés selon le statut social. Les locataires subissent évidemment aussi plus d'évictions, comme j'ai expliqué précédemment. Puis ils subissent aussi des hausses de loyers, souvent importantes, parce qu'il n'y a pas de contrôle obligatoire des loyers au Québec, comme il y a par exemple en Ontario. Donc les propriétaires peuvent augmenter à leur guise les loyers. C'est sûr qu'il y a un certain encadrement avec les taux publiés par le tribunal administratif du logement, mais sont souvent très peu respectés par les propriétaires. Et on le voit, on le documente là, chaque année, les hausses que subissent beaucoup de locataires parce qu'ils craignent finalement de refuser les hausses de loyer qui sont proposées. Certains vont tenter de négocier, mais beaucoup vont accepter. Et la plupart des hausses surviennent quand il y a des changements de locataires, quand il y a des déménagements. Et là, on voit beaucoup de hausses abusives de loyer qui surviennent à ce moment-là. Merci. Daniel Fagan. Thank you. I think the people who benefit the most are property owners in off-island suburbs and further away from the downtown core. We've seen this move already in major cities across North America, be it tenants or people looking to buy. They're moving to suburban areas as opposed to the core because now they can maybe work from home. They don't have to spend so much on their housing. So we've really seen existing property owners, prices in suburban areas have definitely increased. And conversely, obviously in the downtown core, now that there's not as strong of a desire to be there with restaurants closed, with entertainment closed, with your work not having to go into the office. That's what we're seeing. We're seeing the equation that has been going on for decades now has, in a sense, flipped, and we're seeing people moving out of the downtown core. I think going forward, that trend will reverse once this pandemic is over. We have a very vibrant downtown core in Montreal, and it's only a matter of time until people start to move back into the core. So going forward, property owners in the downtown core will benefit once the demand returns. Thank you very much. Véronique Laflamme. Oui, je dirais aussi que, comme Maxime, que ceux qui font de l'argent avec l'immobilier, puis les spéculateurs sont ceux qui profitent de la situation actuelle du logement à Montréal pour les raisons dont on a déjà discuté.
les prix sont très élevés. Les logements de certains et certaines se font vider pour être vendus à plus fort prix et c'est souvent plus payant de vendre des immeubles sans locataires qu'avec. Quand il y a des locataires, ça donne lieu à toutes sortes de stratagèmes frauduleux utilisés pour finalement se débarrasser des locataires encore moins payants. Donc, on vend la ville actuellement, on vend même des quartiers. Quand on regarde les pages immobilières des journaux, les publicités sur Verdun, le Sud-Ouest, donc la façon dont on vend ces quartiers populaires finalement pour faire plus d'argent avec l'immobilier, pour les locataires, finalement, c'est vu comme une dépossession de leur milieu de vie et c'est sûr que c'est un peu rapide de répondre à la question puisqu'on y a déjà répondu, mais on pourrait aussi répondre à qui ne profite pas de la situation actuelle du logement à Montréal. Et une chose est claire, ceux et celles qui n'en profitent pas, ce sont les locataires qui représentent la majorité de la population montréalaise. Rappelons qu'avant même la pandémie, le revenu médian des 60% de locataires montréalais, donc de la population locataire montréalaise, était 39 000 $. Le revenu moyen de l'ensemble des locataires, c'est très peu comparativement aux prix qui sont en train d'exploser et le revenu de ceux qui consacraient plus de la moitié de leur revenu pour se loger était de moins de 13 000 $. Alors vraiment, on voit que ces personnes-là, qui sont de plus en plus dépossédées de leur quartier puis de leur logement, ont nulle part où aller. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait, c'est que la situation du logement et de l'immobilier est en train de transformer finalement la ville parce que des gens ne peuvent plus demeurer dans leur quartier et en sont chassés finalement avec des pratiques qui sont utilisées par des compagnies à numéros, des spéculateurs de mauvaise foi. Et donc, tout ça se fait au détriment du droit au logement, qui est un droit que le Québec et le Canada se sont engagés à respecter, qui inclut la sécurité d'occupation, la proximité des services, la capacité de paiement, l'habitabilité, l'accès, l'emplacement. Tout ça, présentement, c'est un droit qui est de plus en plus nié pour un grand nombre de ménages. Et la pandémie a révélé, en fait, les conséquences du mal logement des familles qui vivent dans des petits logements surpeuplés parce que c'est tout ce qu'elles peuvent se payer et parce qu'il n'y a pas de grands logements finalement abordables pour elles. C'est la réalité dans plusieurs quartiers de Montréal. Merci. François Bonhomme. Benefiting from this crisis situation, there's not much people taking benefits of it, except for the people who do speculation, of course. In Quebec, we are a very particular market. The private market, in Quebec, the landlord has the average landlord has approximately 5 doors. So we are small landlords. Most of them living in the dwelling, in the building, so in a little duplex, triplex, and the government tolerates a system that does not allow landlords to maintain their buildings, as I've said before, and speculators are taking advantages of that to buy out small landlords. And of course, by the side kick of it is that tenants also are being sometimes roughly pushed out of the apartments, indeed, by speculators who just wish to profit of the raise of the pricing of houses in Montreal. We definitely need more government help for the tenants, of course, and also a new way to manage the help to landlords, which, by the way, during the COVID situation, we've seen both governments, federal and provincial, throwing money all over the place. Nothing was given to the landlord, no help at all. Of course, there were some help for the tenants to get money to pay the rent, but no help was given to this market, which is an important economical market, the renting market. And we don't see it as the government doesn't give any help to the landlords, doesn't give any much help to the tenants. And we definitely need to have a major reflection with both sides, tenants, landlords, talk to figure a way to live together better. Thank you. This brings us to another
7-minute discussion period, un autre période de discussion de 7 minutes, if anyone else wants to continue their answer on this topic. Mi? Vas-y. Oui. Ben, sur ce que M. Bonhomme vient de dire, je pense qu'il faut faire attention. Il n'y a pas eu d'aide gouvernementale donnée aux locataires pendant la pandémie ou si peu. Hein, il y a eu 2 mesures d'aide pour les locataires qui ont été très peu utilisées. D'abord, un programme de prêt pour payer le loyer pour 2 mois seulement. Et ce qu'on voit, c'est que pour plusieurs locataires, l'endettement n'est pas une solution. C'est que, dans le fond, cette aide-là était un prêt, souvent pour les ménages qui vivent des fois paye après paye. L'endettement n'est pas une solution pour payer le loyer. Donc, les gens vont préférer aller à la banque alimentaire ou se priver de nourriture que de s'endetter pour payer le loyer, d'une part. D'autre part, l'autre mesure qui a été octroyée, c'était le supplément loyer d'urgence pour les ménages qui se trouvaient sans logement au 1er juillet. Or, cette aide-là a été annoncée encore une fois à la dernière minute, ce qui rend la planification de tout ça très difficile. Plusieurs municipalités, là je ne parle pas de Montréal, mais n'étaient pas organisées nécessairement pour offrir l'aide d'urgence aux locataires et considérant le prix des loyers qui étaient disponibles, cette aide-là n'est pas adaptée puisque les loyers disponibles sont très, très chers. Et là, il y a un problème parce que oui, on veut aider les locataires qui ne réussissent pas à se trouver un logement, mais d'un autre côté, ça coûte très cher à l'État de subventionner un supplément au loyer qui va aller dans la poche des propriétaires. Donc, c'est pour cette raison qu'au Frappru, on revendique du logement social parce que ce sont des investissements qui vont demeurer dans la communauté et ça va bénéficier aux générations futures. Donc, aider par une subvention au loyer les propriétaires, oui, dans l'urgence, comme on le fait avec les suppléments au loyer d'urgence, mais pas généralement comme le demande M. Bonhomme, parce qu'on pense que cette aide-là, finalement, va seulement servir aux propriétaires qui gardent leur profit, alors qu'investir dans les infrastructures comme le logement social, ça bénéficie à nos communautés, ça bénéficie aux gens qui en ont besoin maintenant et dans le futur. Donc, il faut faire attention sur l'aide. Malheureusement, au fédéral, il n'y a pas eu d'aide aux locataires non plus, même si on demandait un fonds d'aide d'urgence pour les locataires. Il y a eu très peu d'aide durant la pandémie. Et d'ailleurs, les propriétaires n'ont pas souffert beaucoup de la pandémie. Peut-être que M. Bonhomme me corrigera, mais selon ce qu'on voyait des données de la SCHL, c'est que finalement, il y a eu seulement, c'était 3 seulement je ne me rappelle plus le terme exact, mais des propriétaires qui déclaraient finalement avoir un logement impayé. Là, et ce que dit la SCHL, c'est que c'était similaire finalement aux autres années. Alors, pendant qu'on poursuit le débat, je vais vérifier le terme exact utilisé par la SCHL. Dans le rapport de la CHL, effectivement, pour Montréal, on parle de 3,26 % de logements en date du mois d'octobre 2020 qui avaient des loyers en retard. On s'entend quand même qu'on parle d'ici de pas loin de 20 000 loyers, 20 000 logements dans la région de Montréal, ce qui représente pas loin de 31 millions de dollars de revenus aux propriétaires. Et contrairement à ce que vous dites, Madame Laflamme, je reviens avec le fait que les propriétaires au Québec sont principalement des petits propriétaires. Ce ne sont pas des grosses corporations qui font des millions. Et la plupart d'entre eux, comme ils y habitent, ils ont aussi une hypothèque à payer, ils ont aussi des frais à payer. Et si on veut être capable d'offrir des logements décents aux locataires, de pouvoir entretenir nos logements, améliorer la qualité de l'offre qui est faite aux locataires, il faut que le gouvernement investisse dans les immeubles existants, dans la brique existante. Mais si je peux me permettre, M. Bonhomme, c'est qu'il n'y a pas d'études récentes sur le sujet, mais la majorité des logements sont possédés par des grands propriétaires, mais la majorité des propriétaires, donc il y a beaucoup de petits propriétaires, mais si on regarde l'ensemble du parc de logements, ils sont possédés majoritairement par des grandes compagnies. Donc, il faut faire attention, vous ne faites pas souvent la différence, mais il faut voir à qui profite actuellement de la situation. Et il y a de nombreuses compagnies qui ne sont pas là, ce qu'on pourrait appeler des petits propriétaires. Et d'ailleurs, ces compagnies à numéro qui ont été nombreuses à ne pas faire preuve d'aucune compassion durant la pandémie lorsque des locataires ont voulu avoir un délai de quelques jours pour payer le loyer et qui se sont fait un devoir de rappeler aux locataires leurs obligations. Là. Oui, puis si on prend en compte qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'aide d'offerte tant aux propriétaires qu'aux locataires,
La situation n'en demeure pas moins que les petits propriétaires qui ne réussissent pas à rentabiliser leur immeuble sont obligés de les vendre. Et à qui les vendent? Effectivement, peut-être des spéculateurs, des compagnies à numéros, des grandes entreprises qui ont surtout la vision du profit en tête et non d'offrir un logement décent à leurs locataires. Et c'est un peu dommage qu'on voit s'effriter ce parc de petits propriétaires qui n'en peuvent plus de maintenir à bout de bras les logements de leurs locataires sans avoir d'aide gouvernementale. On se dirige tranquillement vers les situations qu'il peut y avoir en Ontario où c'est principalement des grands propriétaires qui ont les portes. Il faut faire attention à ça. Nos petits propriétaires, nous, on a passé notre temps à leur dire depuis le début de la COVID qu'il est important de discuter avec nos locataires, de faire des ententes avec les locataires, pas de les forcer à la porte parce qu'ils ne payent pas le loyer. Et on continue encore aujourd'hui avec les augmentations de loyer qu'on suggère aux propriétaires de demander, puisque notre système ne permet pas de reporter. Hein. Vous savez sans doute que si j'investis cette année, si je ne le récupère pas cette année, ben, c'est you snooze, you lose, là, tu l'as perdu. Donc, nous, on aimerait un programme qui permettrait d'étaler les augmentations afin de récupérer les dépenses qui sont faites par les propriétaires. Mais êtes-vous pas d'accord que le problème pour aider ces petits propriétaires n'est pas davantage du côté de lutter contre la trop rapide spéculation, la flambée des prix de l'immobilier depuis plusieurs années à Montréal? Est-ce que c'est normal aujourd'hui que des immeubles prennent 10, 15, 20% de valeur en une année et qu'on revend des plex qu'on a achetés il y a quelques années 500 000 $ et qu'on les revend 1,2 million aujourd'hui? C'est sûr que à quelque part, il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent et que les nouveaux propriétaires arrivent avec ça, ont des loyers souvent qui n'ont pas suivi la courbe de ces immeubles-là. Mais le problème, ce n'est pas les loyers qui n'ont pas augmenté trop rapidement, c'est les prix des immeubles qui vont beaucoup trop vite et qu'il n'y a aucune mesure pour lutter contre cette forte spéculation-là et que le marché privé dans le milieu de l'habitation devrait être davantage régulé parce qu'on parle d'un bien fondamental qui loge des gens. C'est pas n'importe quoi. Donc, selon nous, il faudrait d'abord s'attaquer à ce problème de la trop rapide augmentation des prix de l'immobilier que de regarder trop et de trop focuser sur l'augmentation des prix des loyers. I just want to add something, Chris. I don't know if we have time, but I think what a good example is what's happening in Toronto and Vancouver. They've seen rents in their downtown condos actually fall, and there's a very high vacancy in the downtown condos in Toronto. So that just points to the fact, I know everyone, Veronique, Maxime, you guys have been talking about speculation, and that speculation is what's driving the prices up. But really the market forces are going to dictate whether they come down or not. So what we see in Toronto right now is people are moving out of the core, and that's reflected in lower rental rates. So because the rental rates in Montreal are not decreasing, it's pointing to a lack of alternatives and supplies, and people are willing to pay that rent. So if people are willing to pay that rent because they have no other options, then the solution is to add more housing. I know I keep repeating myself, but if you look at what's happening in Toronto, you can see that the rents are in fact coming down because of the market conditions there. Okay, thank you very much. We're going to move on to the next question. Prochaine question. Quelle est votre opinion sur la manière dont la ville et le gouvernement ont géré la crise du logement pendant le COVID-19? What is your opinion on the way the city and the government has been dealing with the housing crisis during COVID-19? Daniel Fagan, your turn to go first. Thank you, Chris. I just want to stress that this pandemic is extremely unique, and no one has been prepared across every level of governmental organization or private organization. This is really a very serious pandemic. So any efforts that the city is making, it's well warranted. And I will say that the housing crisis existed well before this pandemic for many, many, many years. The pandemic has only exacerbated the issue because a lot of low-wage earners and people who are the most vulnerable are the ones most affected by this pandemic. So it really has exacerbated the issue. And the city, if they really want to take a proactive approach, they should have been doing that
many, many years ago instead of being reactive, which is what they are trying to do now. It's not going to solve the, anything that the city does is not going to solve the issue in the short term. It's going to be a medium or long-term solution. Thank you. Véronique. D'abord, on a vu que pour le gouvernement, la question, non seulement la crise du logement, mais la réalité des ménages locataires en général n'était pas une priorité politique. Et on sait que ce n'est pas non plus l'électorat traditionnel du parti au pouvoir. Et malheureusement, malgré le fait que la pénurie de logements était la plus sérieuse en 15 ans, les moyens annoncés ont été mis en place très tardivement, autour du 1er juillet, encore une fois, alors que c'est la date de déménagement, mais il y aurait eu plusieurs mesures à mettre en place avant, compte tenu que cette première vague, la pandémie, arrivait en pleine période de recherche de logement. Il y aurait pu avoir davantage de mesures mises en place pour mieux protéger les locataires qui, dans certains cas, avaient déjà annoncé leur départ de leur logement, leur non-renouvellement de bail au moment où le confinement a été mis en place. Par contre, quand l'industrie de la construction et des propriétaires de futurs logements neufs ont crié à l'aide parce qu'il y avait des impacts de l'arrêt de la construction sur finalement la date d'entrée dans les futurs logements neufs, rapidement, il y a eu de l'aide et des subventions, pas un prêt de 5 000 $ qui a été annoncé pour ces personnes-là. Et ça a donné l'impression d'un deux poids, deux mesures dans la façon, dans l'urgence avec laquelle on prenait les tragédies vécues finalement en matière de logement. D'un côté, des locataires qui ne trouvaient pas de logement, qui ont été à peu près laissés à eux-mêmes, sauf dans certains cas, là, je ne parle pas de Montréal ici, et dans d'autres, dans une subvention pour les gens qui devaient aller à l'hôtel en attendant finalement un logement neuf. Concernant, donc, pour le gouvernement du Québec, disons qu'on est plutôt déçu sur la manière dont ça a été géré. Donc, c'est encore géré parce que ce n'est pas fini. Et même si, donc, la situation actuelle démontre que les taux d'inoccupation dans la majorité des municipalités de 10 000 à 100 000 habitants a diminué. Le taux d'inoccupation a baissé dans ces agglomérations-là et il va y avoir besoin d'aide cette année pour les municipalités qui voudront aider les personnes là, touchées par les problèmes de logement. Donc, ce n'est pas fini. Dans le cas de Montréal, l'aide disponible, l'aide gouvernementale, comme le taux d'inoccupation a augmenté, en théorie, ne sera pas accessible à Montréal. Alors, c'est un énorme enjeu. Et là, c'est là qu'on va voir si le gouvernement du Québec prend la situation à Montréal au sérieux et s'il reconnaît qu'il y a une crise du logement abordable. Donc, ce sera à voir. Du côté de Montréal, il faut dire que Montréal, la ville a fait beaucoup mieux que les autres années en termes de période des déménagements. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 400 ménages locataires qui ont été accompagnés. Donc, c'est beaucoup de gens. C'est pratiquement 2 fois plus là, que les autres années. Je n'ai pas les chiffres devant les yeux, mais c'est 397 ménages qui ont été accompagnés cette année. Donc, il y a des gens qui sont encore hébergés, là, pratiquement plus, mais qui ont eu besoin de l'aide. Il y a eu de l'aide pour l'entreposage. Donc, c'est quand même une des villes qui fait le mieux actuellement au Québec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas place à amélioration, mais pour la période du 1er juillet et pour les semaines qui ont suivi, l'accompagnement a été au rendez-vous. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore des gens qui passent finalement dans les cracks du tapis, qui ne connaissent pas l'aide disponible. Et là, ça a été mis un peu, ça a été révélé avec le campement de la rue Notre-Dame et d'autres situations finalement qui ont été exposées dans les derniers mois, des gens qui finalement n'ont pas eu accès ou ne connaissaient pas l'aide disponible et finalement se sont retrouvés à la rue après avoir perdu leur logement. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut travailler. Merci. À vous, François. L'aide gouvernementale face à la crise du logement est réclamée depuis plusieurs années. La PQ participe avec différentes entreprises privées, organismes communautaires, à différents comités avec le gouvernement provincial principalement, le ministère de l'Habitation, où on parle, on fait des projets, des projections, mais il n'y a jamais rien de concret qui se fait.
Je crois que présentement, le gouvernement a effectivement réagi très tardivement face à la crise. Quand Mme Lafarme faisait part de l'aide qui a été donnée aux constructeurs ou du moins aux futurs acheteurs de logements qui sont vus octroyer des milliers de dollars pour se loger temporairement en attendant que leur maison soit disponible. Il ne faut pas oublier que c'était aussi pour permettre aux futurs locataires qui, eux, avaient loué ces logements-là d'y accéder. Je crois que les gouvernements, encore une fois, tardent à constater les besoins des locataires et les besoins des petits propriétaires, même si je ne parle pas seulement, l'APQ ne représente pas seulement des petits propriétaires, mais il y a une aide urgente qui doit être faite sur un plan de développement à long terme et non toujours à court terme comme on le fait. La réaction, c'est pas bon, il faut être proactif et non réactif. Merci. À vous, Maxime. Ça a été extrêmement décevant, la gestion de la crise du logement pendant la période de la pandémie. Il y a eu des développements un peu intéressants au début, notamment le moratoire sur les évictions, où on a fait d'importantes pressions sur le gouvernement dans les premières semaines de la pandémie. Mais c'était un peu inévitable qu'on en arrive là. Les évictions de locataires en pleine pandémie, ça n'avait juste aucun bon sens, quoique il y en a encore aujourd'hui. Et s'il n'y a aucun moratoire. L'aide financière, on en a parlé un peu, mais c'est un prêt, donc c'est remboursable. Il y a très peu de gens qui sont finalement été admissibles à ce prêt-là. Le programme était beaucoup trop court pour seulement 2 mois de loyer, finalement. Donc, c'était très, très peu. Donc, c'était très décevant, la gestion de la crise du logement en pleine pandémie. Puis pendant ce temps-là, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on se compare un peu au reste du Canada, mais ailleurs dans le monde, mais je vais m'en limiter au Canada, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites. En Ontario, ben, il y a un moratoire sur les évictions qui a été reconduit encore cet hiver, quand il y a eu le reconfinement. Donc, il y a pratiquement un moratoire sur les évictions depuis le début de la pandémie chez nos voisins ontariens. Il y a un gel des loyers qui a été instauré pour toute l'année 2021. En Colombie-Britannique, il y a un gel des loyers depuis mars 2020 qui a été reconduit en décembre jusqu'en mars 2021. Il y a une aide financière aussi en Colombie-Britannique qui était beaucoup plus généreuse et beaucoup plus accessible aux locataires là, qui vivaient des difficultés de paiement du loyer, qui était beaucoup plus accessible que celle du Québec. Donc, diverses mesures qui ont permis aux locataires d'éviter des évictions, puis d'éviter d'exacerber la pandémie en se retrouvant dans des logements souvent surpeuplés, souvent en devenant à risque de vivre de l'itinérance. Bref, c'est vraiment décevant comment le gouvernement du Québec a très peu entendu les besoins des populations vulnérables qui risquent les évictions en pleine pandémie. Et c'est juste inconcevable qu'on n'en fasse pas plus parce que c'est clair que ça a des conséquences directes sur le fait que la pandémie est beaucoup plus forte dans certains quartiers, les arrondissements plus pauvres de Montréal, où il y a plus de locataires qui vivent des évictions, des augmentations de loyers, puis qui, malgré eux, propagent la pandémie dans leur réseau social, dans leur famille, parce qu'ils ont subi des évictions dans les derniers mois. Ça, c'est très triste. Merci. Période de questions de 7 minutes. 7-minute discussion on the crisis during COVID-19. Période d'échange, Chris? Oui. OK. Ben, je me permettrai d'intervenir pour dire, on va noter ça. Je suis d'accord avec M. Bonhomme sur un point, et c'est qu'il faut avoir un plan. Et que ça prend un plan à long terme. Il faut arrêter de réagir. Or, depuis au moins 10 ans, au Québec, on n'a pas de plan. Le logement social, par exemple, est financé année après année. Il faut surveiller les budgets pour savoir s'il y aura des unités et combien. Ce qui fait qu'actuellement, des villes comme Montréal et Québec se sont dotées de visions avec des objectifs de développement.
puis ils ne sont même pas certaines de pouvoir y arriver parce qu'on attend après le budget pour savoir si enfin il va y avoir des investissements, oui ou non. Donc, cette question-là de la nécessité d'avoir un plan à long terme pour faire face à la crise du logement est absolument centrale. Et c'est ce qu'on n'a pas au Québec. Pourtant, ça fait des années que c'est réclamé, notamment par le FRAPRU, mais par d'autres aussi. Et actuellement, les municipalités sont nombreuses à faire entendre ce désir-là, finalement, d'obtenir des investissements, pour ne parler, là, dans ce cas-ci, que de logement social. Et encore là, la Colombie-Britannique s'est dotée d'un plan sur plusieurs années. Donc, il y a des exemples et on peut faire beaucoup mieux. Et il faut que la pandémie actuelle nous motive à faire mieux pour que les communautés, les locataires, la population soient plus fortes pour faire face à ces crises-là. Cette crise sanitaire ne sera pas la dernière crise sanitaire, malheureusement. Et il y a d'autres crises, comme la crise climatique. Et si on veut que nos communautés puissent faire face à ça, il faut se donner des outils. Et ça passe notamment par le logement social, selon nous. Par ailleurs, je veux juste redire, peut-être que je me suis mal exprimée, mais on n'était pas contre l'aide qui a été octroyée à des personnes qui devaient quitter leur logement et qui attendaient un logement neuf. Par contre, c'est une illustration du 2 poids, 2 mesures. Cette aide-là a été annoncée dès avril et rapidement, alors que les autres mesures, finalement, on se sont fait attendre. Donc, malgré le fait que rapidement, il y avait plusieurs propositions sur la table pour aider les locataires à faire face à la première vague de la pandémie, ces mesures-là ont été finalement annoncées très tardivement et plusieurs propositions qui permettaient de sécuriser, finalement, de mieux protéger les locataires contre les demandes abusives auxquelles ils faisaient face dans le contexte de pandémie n'ont pas été mises en place. J'aimerais peut-être juste amener un petit point aussi. Il faut faire attention quand on essaie de comparer la situation de nos voisins ontariens avec celle du Québec. Donc, outre le fait que ce n'est pas du tout le même genre de propriétaire qu'il y a au Québec et en Ontario, il faut se rappeler qu'au Québec, on a la législation la plus sévère en ce qui a trait aux augmentations de loyer, sujet sur lequel je reviens souvent, mais c'est notre cheval de bataille. Ici, on ne parle pas d'une augmentation de loyer, hein, on parle ici des ajustements. La Régie du logement permet à un propriétaire d'ajuster le logement en fonction des augmentations de taxes, d'assurance, de frais, contrairement à ce qui est fait chez nos voisins ontariens. Aussi, la suspension des évictions, elle a eu lieu, n'est-ce pas, M. Roy-Allard? Il y a eu quelques mois tout de même où les évictions de locataires ont été suspendues. Elles ont repris, effectivement, et on applaudit cette décision de reprendre les évictions pour une raison très simple. Un propriétaire qui se ramasse avec un locataire qui ne paye pas pendant 2-3 mois, M. Roy-Allard, ça a inévitablement un impact sur ses finances, donc un impact sur sa capacité de maintenir le logement, d'offrir des améliorations locatives aux autres locataires. Il faut faire attention à ça aussi. Oui, mais certes, mais la solution n'est clairement pas en évinçant des locataires qui vont peiner à se trouver un logement par la suite. Il y avait quand même beaucoup de propriétaires qui ont bénéficié des reports des paiements hypothécaires. J'en conviens que ce n'est pas parfait. Il y en a quand même... pas. Je m'excuse. Ça, c'est pour quand vous avez votre maison privée, vous avez le droit à un report hypothécaire. Une business, quand vous parlez toujours que les propriétaires, c'est une business, ce n'était pas offert, ça, aux propriétaires d'immeubles locatifs. Et si oui, à des taux tellement élevés que c'était du suicide que d'en prendre avantage. Moi, j'en ai pris avantage comme propriétaire de ma petite maison. Oui, effectivement, j'ai pu reporter mes paiements hypothécaires, ce qui n'était pas le cas pour les propriétaires d'immeubles locatifs, M. Allard. Ça a été documenté. Il y a plusieurs propriétaires bailleurs qui ont bénéficié des reports hypothécaires, qui d'ailleurs ont fait bénéficier de ces reports-là à leurs locataires. Dans certains cas, on en a entendu parler, mais dans plusieurs cas, c'était utilisé, mais c'était pas nécessairement, ça ne retombait pas au bénéfice des locataires parce que ceux qui étaient en retard en paiement du loyer, c'était souvent logement lorsque les évictions ont repris. La période de le moratoire a été très courte. On parle d'à peine de 3 mois parce que ça a repris rapidement dès le début juillet. Donc, l'accumulation des évictions a repris son cours très rapidement au tribunal administratif du logement dès le mois de juillet. Et encore aujourd'hui, on en voit beaucoup. Et nous, on a noté dans la dernière année une augmentation assez importante des évictions de reprise de logement pour subdivision, agrandissement, changement d'affectation. Ça a doublé le nombre de dossiers dans les comités logements qui ont été répertoriés. Ça veut dire que même en contexte de pandémie,
À cause de la crise du logement, il y a beaucoup de propriétaires qui profitent de ce contexte-là pour évincer des locataires pour relouer, parce que quand on sait qu'il y a une pénurie, c'est assez facile de relouer plus cher par la suite. Donc, c'est assez troublant de voir qu'en période de pandémie comme ça, on évince aussi facilement des locataires qui vont peiner à se retrouver un logement convenable. Et souvent, vont devoir quitter vers des logements insalubres ou même quitter leur quartier où ils ont grandi. Donc, c'est pour ça qu'on trouve ça très déplorable. Mais en même temps, je veux dire, vous savez qu'il y a plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal qui ont introduit des législations qui interdisent maintenant aux propriétaires d'évincer des locataires pour de la subdivision ou de la rénovation. Mais d'un autre côté, avec la COVID, ça nous a apporté une situation un petit peu particulière qui est qu'avec le télétravail, beaucoup d'entre nous, plusieurs d'entre nous sans doute, on travaille aujourd'hui de la maison. Les besoins ont changé en logement. Les gens ont besoin de logements plus grands parce qu'on travaille de la maison, on a besoin de plus d'espace et c'est impossible dans plusieurs arrondissements ou avec la législation qui a été introduite par la Ville de Montréal pour les propriétaires d'offrir ce genre de logement puisqu'il y a un moratoire sur l'agrandissement, disons, des logements ou la rénovation des logements. C'est une problématique que je crois qu'on va voir dans l'avenir aussi parce que je ne crois pas que le jour où, si on est chanceux qu'on finit par s'en sortir, mais le jour où on va être sorti de la crise de la COVID, je crois que les habitudes de travail, les habitudes de vie des Québécois, des Québécoises vont avoir grandement modifié et je crois qu'il va y avoir un besoin réel de modifier le parc immobilier actuel. Concernant les règlements, il y a quand même beaucoup d'exceptions. Il est toujours possible d'avoir des dérogations, donc c'est pas impossible, là. Et on voit que les propriétaires, de toute façon, contournent souvent les voies légales là, par différents stratagèmes de rénoviction. On voit des cas assez incroyables de harcèlement où beaucoup de locataires reçoivent beaucoup de pression indue pour quitter leur logement, des travaux qui sont faits dans le logement voisin dans le but de les forcer à quitter. Donc, à ce niveau-là, il reste beaucoup à faire avant que les locataires soient réellement protégés contre les évictions et les reprises de logement. OK. Merci beaucoup. Prochaine et dernière question. Quels changements seraient les plus importants pour la situation du logement à Montréal? What changes would be most impactful to Montreal's housing situation? On commence avec Véronique. Bien, je vais faire du pouce sur le sujet dont on vient de parler, c'est-à-dire les évictions. Oui, il y a des règlements qui ont été adoptés par certains arrondissements montréalais, mais il y a une inéquité actuellement selon les arrondissements et surtout selon la ville où les locataires habitent. Donc, à l'extérieur de certains arrondissements montréalais, il n'y a pas de protection. Les protections sont très minces pour les locataires contre les évictions frauduleuses. Et dans le contexte de pénurie, c'est urgent de mieux protéger les locataires contre les évictions frauduleuses qui sont utilisées souvent de mauvaise foi et avoir un code civil qui serait modifié en ce sens permettrait peut-être d'éviter des règlements à la pièce comme ceux dont on vient de parler, qui sont une bonne chose, mais c'est au gouvernement du Québec d'agir pour mieux protéger l'ensemble des locataires contre ces évictions de mauvaise foi. Donc, premier élément. Deuxièmement, mieux protéger le parc de logements locatifs qui est encore abordable et qui font comme peau de chagrin, d'abord parce que les prix explosent, mais aussi parce que les locataires, finalement, sont l'objet de toutes sortes de moyens détournés, utilisés pour se débarrasser des moins payants d'entre eux, qui sont souvent les personnes qui vivent dans leur logement depuis plus longtemps et qui, finalement, sont au cœur de leur communauté. Donc, il faut aussi mieux protéger le parc contre les conversions en condos indivises notamment. Au niveau du logement social, il faut de toute urgence donner des objectifs plus ambitieux. 6 000 logements sociaux dans le présent mandat, c'est clairement insuffisant quand on connaît les besoins dont on a parlé aujourd'hui et quand on sait que déjà à Montréal, 100 000 ménages locataires avant la pandémie avaient des besoins impérieux de logement, quand on sait que sur les listes d'attente pour un logement public subventionné, il y a 23 000 ménages locataires montréalais aujourd'hui, sans compter tous ceux qui ont des revenus un petit peu trop élevés finalement pour avoir accès à ces logements
publics subventionnés qui ne sont pas sur ces listes-là centralisées. Donc, ce sont des dizaines de milliers de ménages locataires qui souhaiteraient avoir un tel logement et qui doivent attendre beaucoup trop longtemps pour y avoir accès. L'administration Plante a mis en place des mesures qu'on demandait depuis plusieurs années et qu'on demande aux autres villes d'adopter, comme l'acquisition, le fonds d'acquisition de terrain pour du logement social. C'est une très bonne mesure. Il y a eu des fonds supplémentaires d'ajouter dans le dernier budget montréalais, ce qu'on a salué. L'utilisation du droit de préemption pour le logement social, c'est une bonne mesure. C'est la première ville à l'utiliser. On sait que Gatineau voudrait avoir le pouvoir de pouvoir le faire aussi. Donc, c'est des mesures efficaces. Le règlement d'inclusion obligatoire, c'est quelque chose qu'on demande depuis plus de 15 ans au Québec. Montréal est la première ville à l'avoir fait. On trouve que le pourcentage d'inclusion de logement social est trop faible, mais c'est un premier pas dans la direction qui vise à encadrer finalement le développement immobilier. Ce n'est pas la seule solution. Pour nous, ça ne l'a jamais été. D'ailleurs, 20% de logements sociaux dans un développement de condo, s'il n'y a pas d'autres choses à côté, comme des terrains qu'on réserve pour du logement social, ça peut mener à plus de gentrification. Donc, il faut faire attention avec ça, mais ce sont des mesures qui sont positives. Mais pour pouvoir arriver à changer le cours des choses, il faut que les gouvernements supérieurs investissent davantage pour permettre à beaucoup plus de ces logements sociaux de se réaliser. Donc, le premier changement pour améliorer la situation du logement à Montréal, c'est que les gouvernements supérieurs mettent dès le prochain budget des investissements suffisants et planifient sur au moins 5 ans des investissements dans le logement social. Donc, ce qu'on demande au FRAPRU, c'est 50 000 logements sociaux sur 5 ans pour tout le Québec, donc 22 500 à Montréal. Merci. François? Oui, une des solutions qu'il faudra regarder, ce serait, entre autres au niveau des propriétaires, de mettre de l'avant des programmes d'aide au maintien et à la rénovation et à l'entretien des immeubles. On a effectivement, principalement dans la région de Montréal, un parc immobilier qui se dégrade. Encore une fois causé par une problématique d'investissement difficile à récupérer pour les propriétaires. Les gouvernements, tant municipaux, provinciaux que fédéraux, devraient mettre plus de programmes disponibles pour les propriétaires afin que les travaux ou les rénovations ou le maintien des logements aient un impact moindre sur les locataires. Dans un deuxième temps, je reviens avec notre problématique de calcul des augmentations. Dans notre réalité actuelle, on n'a pas le choix que de chaque année, si tu veux récupérer une partie de ton investissement, tu dois augmenter parfois substantiellement l'année même. Donc, si tu as investi beaucoup d'argent, il faut que tu ailles chercher le maximum cette année parce que sinon, l'année prochaine, tu ne pourras pas le récupérer. Ce que nous, on demande, c'est la possibilité d'étaler les augmentations. On ne veut pas pénaliser un propriétaire qui a mis beaucoup de sous dans un immeuble afin de le rénover, de le maintenir, d'offrir un logement de meilleure qualité aux locataires, mais on ne peut pas le blâmer non plus de ne pas vouloir tout payer de sa poche. Donc, si on pouvait étaler les augmentations sur 5 années, par exemple, ou sur quelques années, ça aura un impact beaucoup moins grand sur les locataires et ça permettrait donc de régler un problème où est-ce que les augmentations de loyer créent des conflits entre les locataires et propriétaires, pardon. Aussi, finalement, la Régie du logement, c'est un tribunal où locataires et propriétaires vont se battre. Je crois que la Régie du logement devrait favoriser la et les organismes qui représentent les uns et les autres fassent un peu plus de preuve de bonne volonté et qui prennent le temps de discuter ensemble, d'essayer de trouver des solutions communes. On est une société diversifiée à la grandeur du Québec. On a chacun nos besoins, chacun nos façons de voir les choses, mais je crois qu'on est des gens raisonnables, que si on s'assoit ensemble et qu'on discute avec un esprit ouvert, il y a moyen de s'entendre et de mettre de l'avant un projet innovant pour les propriétaires et les locataires du Québec. Merci. Maxime? Oui, donc si on veut que Montréal ne devienne pas le prochain Toronto, le prochain Vancouver d'ici 5 ou 10 ans sans aucun logement abordable, il faut des mesures drastiques. D'abord, il faut lutter contre la spéculation immobilière qui fait vraiment des ravages monumentaux sur l'accès au logement, autant pour les locataires que pour les propriétaires occupants, là, soit dit en passant. Donc, il faut un contrôle obligatoire des loyers, c'est une première étape, mais aussi un registre des loyers, donc connaître le prix réel que les logements étaient loués avant qu'on loue un bail.
parce que souvent, c'est une information qui est difficilement accessible et les propriétaires ne remplissent pas les sections au bail en ce sens. Donc, avec un registre, on aurait réglé ce problème-là. Donc, c'est un droit qui existe dans le Code civil, mais il n'est pas applicable puisque les locataires n'ont pas l'information. Il faut aussi diverses mesures de taxation pour freiner la revente rapide des immeubles. Il y a différentes taxes qui existent dans d'autres provinces, comme pour freiner les flips immobiliers ou la surenchère, par exemple. Il faut aussi mieux protéger les locataires contre les évictions, donc renforcer les lois sur le Code civil sur la reprise de logement, les évictions illégales. On demande que, quand le taux d'occupation est en deçà de 3 que les reprises et les évictions soient impossibles. Il faut aussi s'attaquer de front au phénomène des rénovictions, c'est-à-dire les tactiques qui sont utilisées pour évincer les locataires sous prétexte de rénovation majeure. Dans la plupart des cas, les travaux, finalement, ne sont jamais réalisés. Là, quand on fait des enquêtes un peu sur le terrain, on voit que c'est juste un prétexte, puis le logement se retrouve un mois plus tard loué 2 fois plus cher, mais sans rénovation. Et ça, il faut un contrôle des loyers, un registre des loyers, parce que c'est l'objectif qui est désiré derrière tout ça, c'est d'augmenter le loyer. Donc, si on a un contrôle, un registre, on viendrait empêcher une bonne partie des rénovations. Enfin, il faut arrêter de se fier au marché privé pour loger tout le monde convenablement. Il faut construire davantage de logements sociaux hors des logiques spéculatives. Pour ça, ça prend de l'argent de tous les paliers de gouvernement. Mais ce n'est pas Montréal qui a le plus d'argent dans tout ça. Donc, c'est vraiment à Québec et à Ottawa d'investir massivement dans le logement social pour construire plus de logements sociaux et loger le plus de gens possible hors de la logique du marché privé. Merci. Daniel. So I would say that there's good news and there's bad news. The good news is there's a lot that the city can do to solve this issue. So the most significant measure, and I've mentioned it many times, is to cut the red tape and delays in receiving building permits and developments. Currently, it could be 12 months to 18 months to get an approval. This is far, far, far too long. We need action now. We need to be able to build now. They could also allow for greater density on sites to allow for more housing to be built. And I also think there's another approach, which is to partner with developers to incentivize them to build social and affordable housing, not forcing them. And I can explain why the 2020 rules is actually detrimental to what we're trying to accomplish in terms of affordability in Montreal, but actually partnering with them to build these social and affordable housings. So it's really a two-pronged approach that the city can take, but something has to be done. We really need housing at the lower end, social and affordable as well, but also even for the lower and middle income people who don't qualify for those programs, it's becoming increasingly difficult for them. And I know Véronique, Maxime, they've spoken a lot about really the most vulnerable and the lowest earners in society, but really at the middle level as well, there's an urgent need for housing. And it's really something we have to look at holistically across the board for everyone in the population. So yeah, I would say there's a lot that the City of Montreal can do. We just have to get, we have to have a motivation from them to do such. Thank you very much, Daniel. This will be our final discussion period, notre période d'échange final on the concept of what changes should be made, les changements qui seraient les plus importants pour la situation du logement à Montréal. La suggestion qui a été faite d'un registre des baux, donc avant même de débattre de l'approbation de la gestion du bien d'autrui, là, on pourrait commencer par parler des coûts exorbitants pour la mise en place d'un registre et le coût annuel de sa gestion. On parle souvent de nos voisins ontariens. Si on le prend, l'exemple ontarien, il y avait un registre des baux qu'ils ont aboli. Et le coût seulement de la mise en place d'un tel registre a été de 35 millions de dollars. Donc, le Québec a vu son économie fortement affectée par la COVID-19 et ses impacts financiers, autant pour les particuliers que pour les gouvernements. L'argent de la relance économique ne devrait pas être utilisé pour une démarche administrative lourde et qui sera un nouveau gouffre financier sans venir apporter de solutions réelles. Sur le plan de la confidentialité, il faut se rappeler que les baux contiennent des informations confidentielles à propos des locataires actuels et anciens, ce qui risque d'engendrer d'autres difficultés considérables. Les locataires sont déjà protégés par le maintien dans les lieux, dans le logement, impliquant qu'un propriétaire ne peut pas mettre fin au bail sans recours à la régie du logement.
De plus, s'ajoute le fait que, contrairement à toutes les autres contresignés, le locataire peut revenir sur son entente et faire changer le contrat. Donc, nous, on ne croit pas que c'est une solution, le registre des baux, de par son coût qui serait exorbitant et le peu d'impact que ça aurait et l'impact sur l'appropriation de la gestion des biens d'autrui. Qu'on se comprenne bien, par exemple, on parle d'un registre des loyers, pas d'un registre des baux. Donc, on parle seulement du prix des loyers. Mais le prix des loyers peut être seulement géré si on a les baux. Non, vous savez, chaque année, les propriétaires ont l'obligation de remplir le relevé 31. On aurait un registre des loyers en claquant des doigts. Mais c'est pas sérieux de prendre un exemple ontarien des années 80-90 où tout était fait à la main pour démoniser le registre des loyers. On pourrait avoir un registre des loyers informatisé très facilement, par exemple en utilisant le relevé 31, où on aurait simplement ajouté une case dans ce relevé-là avec le prix des loyers, et on l'aurait. Donc, c'est pas sérieux d'utiliser cet exemple-là pour dire qu'un registre des loyers coûterait trop cher à l'État. Évidemment, ça coûterait un minimum d'argent à l'entretenir, mais on ne parle pas de dizaines de millions de dollars. On parle d'un exemple du 21e siècle qui pourrait être fait à faible coût et qui aurait des avantages incroyables sur la lutte à la spéculation immobilière et qui aurait donc des retombées sociales importantes puisque ça contribuerait à garder le logement et les immeubles à moindre coût et qui aiderait au final beaucoup de ménages à accorder moins d'argent à leur loyer, à leurs immeubles et qu'ils investiraient davantage dans d'autres biens de consommation, dans d'autres services. Et je pense que socialement, ça serait beaucoup plus avantageux de le voir ainsi. OK, si c'est tout, on va passer aux périodes de questions et réponses. We're going to move on to the question and answer period from the public. We're going to select these not necessarily in order, so do not take it personally if we do not get to all these questions. There are many. La première question, c'est croyez-vous que la nationalisation de l'industrie du logement est la solution à la crise du logement? Mais je vais le prendre si vous permettez, Chris. Oui. Bien, pour nous, le FRAPRU, la socialisation, dans le fond, du parc de logement est une partie de la solution. Ce que ça veut dire, c'est que le logement hors marché privé devrait occuper une part plus importante du parc de logement locatif, qui est actuellement à 11 %. Si on regarde d'autres pays, en Europe, plusieurs pays ont des logements sociaux qui occupent 30, 40, 50, 60 % du parc de logement locatif. C'est sûr que la question du logement social est différente aussi et c'est défini différemment d'une place à l'autre. Mais par exemple, dans le cas de Vienne, en Autriche, qui a fait l'objet de nombreux reportages récemment, c'est 60 % des logements qui sont des logements sociaux. Donc, ça fait une différence. Avec 11 %, bien, on est dans la situation actuelle où il n'y a pas d'alternative pour les personnes qui ne réussissent pas à se loger adéquatement à un prix qui respecte leur capacité de payer sur le marché privé. Et comme on le sait, ça donne des listes d'attente qui sont extrêmement longues pour avoir accès, pour pouvoir espérer avoir accès à ces logements-là, seulement si on a un revenu qui est suffisamment bas pour les logements sociaux subventionnés. Alors, c'est sûr que pour nous, il faut socialiser le parc de logements locatifs. On ne parle pas nécessairement de transformer les logements existants, mais de s'assurer qu'on en développe davantage pour qu'ils occupent une place plus importante sur l'ensemble du parc de logements locatifs, d'une part. D'autre part, la socialisation carrément, c'est-à-dire la transformation de logements existants en logements hors marché privé est aussi une partie de la solution, entre autres pour les logements qui sont en mauvais état et dont certains propriétaires ne veulent pas s'occuper, par exemple des grandes conciergeries qui présentement font l'objet de spéculation et peuvent passer aux mains de grandes compagnies d'investissement qui veulent faire beaucoup plus d'argent avec. Alors, s'il y a des programmes suffisants pour permettre l'acquisition et la transformation de ces logements-là, ça permet non seulement d'améliorer finalement leur état et de les maintenir abordables, puisque c'est un des grands dangers actuellement, c'est l'effritement du parc de logements locatifs encore abordables. Et il y a d'ailleurs à Montréal un programme pilote à cet effet-là
d'achat-rénovation et pour maintenir abordables des logements locatifs. Donc, ça se fait aussi, ça s'est fait à Verdun récemment, ça s'est fait aussi à Lévis l'an passé. Donc, pour nous, des investissements supplémentaires dans le logement social permettraient aussi de protéger ces logements locatifs-là en les sortant du marché privé. Oups, je suis sur mute. Merci. Quelqu'un d'autre? Et la nationalisation du parc immobilier. Je suis d'accord avec Mme Laflamme, une certaine socialisation, donc une plus grande part des différents paliers de gouvernement dans l'immeuble, dans les immeubles, donc soit de construire ou de convertir des immeubles qui sont, par exemple, mal entretenus par des propriétaires. Oui, on est tout à fait pour, mais on est aussi pour, à nouveau, l'aide aux locataires afin de permettre d'occuper le parc immobilier existant présentement avec une aide direct aux locataires. I would agree with François and Véronique, what they're saying. We do need to increase our the social housing, and whether if that's owned by the government, then so be it. The real trick is going to be to maintain it. The government really needs to make a concerted effort if they are to build this, that this is a long-term plan, and they will maintain the housing that they create. OK. Merci beaucoup. La prochaine question de Guillaume Cyr. Bonjour à vous quatre. Le taux d'inoccupation aurait bondi à 2,7 % à Montréal en 2020, selon le SCHL, alors qu'il était de 1,5 % l'année précédente. Devant ces chiffres, pensez-vous que l'augmentation des loyers sera toujours aussi importante dans la prochaine année? La signature des nouveaux baux arrive à grands pas. Il faut faire attention avec ces chiffres quand même, là, parce que c'est 3,2 sur l'île de Montréal et 1,7 à l'extérieur de l'île. Donc, si on parle de la grande région de Montréal, c'est un fait, 2,7. Mais sinon, pour l'île en tant que telle, c'est au contraire, on a une forte clientèle qui a quitté l'île de Montréal avec la pandémie, qui a cherché à s'éloigner des centres, à s'isoler un petit peu plus. Le taux d'inoccupation qui est à 3,2 % pour l'île est aussi causé par le fait que il n'y a plus d'immigration, hein? Il y a presque plus d'immigration qui arrive. Les étudiants étudient à distance, donc il y a beaucoup de logements quand même vacants à Montréal, ce qui est à 3,2, là, c'est pas la crise, la pandémie au niveau de l'accessibilité à Montréal. C'est sûr que, comme l'ont fait remarquer les panélistes, il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de propriétaires, pas beaucoup de propriétaires, parce que c'est là-dessus que je veux revenir aussi. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui essaient de faire des fausses évictions, des rénovictions, etc. C'est une minorité, mais c'est malheureusement une minorité qui fait tâche, qui entache l'ensemble des propriétaires, qui nuit à l'image des propriétaires qui sont pour la plupart de bonne foi et qui veulent offrir des logements décents à leurs locataires. Cependant, il y a aussi des très mauvais locataires et pourtant, nous, vous voyez, nous, les propriétaires, on parle juste d'eux autres. On sait bien que c'est une minorité. Des locataires qui abîment les logements, qui ne respectent pas les voisins, qui ont des droits mais aucune obligation. Nos obligations à nous, on se les fait rappeler quotidiennement par nos locataires. Hein, la fenêtre qui ne ferme plus, les marches qui n'ont pas été déblayées, on se les fait rappeler régulièrement. Il faudrait une conscientisation aussi des locataires quant à leur obligation, l'obligation de respecter les voisins, l'obligation de maintenir le logement, d'informer le propriétaire quand une problématique se présente plutôt que d'attendre d'avoir une catastrophe dans les logements. Sur le prix des loyers et taux d'occupation, à court, moyen terme, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'impact si énorme sur les augmentations de loyer. Donc, il faut s'attendre à des augmentations de loyer importantes encore cette année. Je rappelais d'ailleurs tout à l'heure que les taux d'occupation pour les logements plus abordables sont toujours très faibles, autour de 1,5 % à Montréal, dans plusieurs grands centres aussi là, du Québec. C'est intéressant ces données-là, c'est la première fois qu'on avait ça. On n'a pas de comparatif malheureusement sur plusieurs années. Mais ce n'est pas l'augmentation, si minime soit-elle, le taux d'occupation qui va avoir un impact si important sur le prix des loyers. On a déjà même entendu qu'il y aurait des baisses de loyers cette année. Oubliez ça.
On voit déjà les prix des loyers commencer à sortir sur les plateformes de location et les prix augmentent comparativement à l'année dernière. Et c'est une année étrange, hein? Même si une baisse, une augmentation des taux d'occupation, ça risque d'augmenter fortement l'année prochaine avec la reprise de l'immigration, l'arrivée des étudiants et des étudiantes sur les campus, le tourisme qui va reprendre, des logements qui vont retourner sur Airbnb. Donc, on n'est pas sorti du bois loin de là. Je poursuivrai sur la même veine en disant qu'effectivement, malgré une détente là, dans le taux d'inoccupation, à Montréal, le loyer moyen a augmenté de 5,9 % dans la dernière année. Là, si on regarde le loyer moyen 2019 et le loyer moyen 2020 contenu dans le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et dans plusieurs secteurs comme le Sud-Ouest, par exemple, c'est 21 %, Rosemont-Petite-Patrie, 8,6 %, Hochelaga-Maisonneuve, 9,7 %, La Salle, 13 %. Donc, vraiment, les loyers ont augmenté, donc on peut pas croire là, que ça va diminuer, notamment parce que la rareté là, qui est moins importante là, est basée finalement sur les facteurs très, très temporaires là, de la pandémie. Et aussi, il faut voir que les loyers disponibles sont beaucoup plus chers. Maxime en a parlé tout à l'heure, faisant référence à une étude menée par le RECLAC, mais selon le dernier rapport de la SCHL, il y a un écart important là, à Montréal de 46 % entre le loyer inoccupé et le loyer occupé. Donc, un loyer inoccupé à Montréal, le loyer moyen actuellement, c'est 1 202 $. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura des hausses plus importantes demandées par les propriétaires? Ça, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une diminution du loyer moyen? La tendance semble dire que non, malheureusement. I would say that if you have a vacancy so low for so long, it's certain that prices are going to rise and that rents are going to rise. And even if there's a little hiccup right now with a small temporary vacancy, I don't think that's going to stop the rise in rental rates. It's only going to pause it temporarily. But you're going to see this continue once the pandemic is over and vacancy rate goes down again. The same problem is just going to rear its ugly head. Okay, thank you very much. Prochaine question. What are your opinions on a foreign home buyers tax as a deterrent to cool down the housing market? I would say that if we want to compare the foreign housing tax, what is done in Vancouver and Toronto, the impact will not be as strong in Montreal. I can tell you that much because our foreign investors and foreign buyers don't represent as much of a percentage as they do in Toronto and Vancouver. So it's an idea. It's gonna cause a lack of investment in Montreal, and it's also not going to create the desired outcomes that you want. It's not enough to move the needle. Là-dessus, on manque de données. Effectivement, le gouvernement du Québec s'intéresse à la question depuis que la mairesse de Montréal a demandé ce pouvoir-là. Et là, on va commencer à récolter les données sur d'où viennent les acheteurs de l'immobilier montréalais. Donc, c'est difficile actuellement, en effet, de savoir quelles seraient les retombées. Mais c'est sûr que depuis que Vancouver et Toronto ont imposé des telles taxes, il y en aura de plus en plus qui vont se tourner vers Montréal. Ça, je pense que c'est inévitable. C'est comme le troisième centre plus chaud de l'immobilier au Canada. Donc, c'est sûr que si une augmentation importante des acheteurs étrangers qui viennent souvent pour faire de la spéculation, donc pas pour s'y loger, mais des fois, ils achètent simplement des condos dans le but de les revendre 1 an ou 2 par la suite. Ben oui, une telle taxe pourrait avoir un effet positif pour limiter, mais il ne faut pas oublier que finalement, la spéculation elle est faite majoritairement par des gens d'ici. Il ne faut pas cibler les acheteurs étrangers. Il faut s'attaquer au problème de manière globale en luttant contre la spéculation de tout le monde, pas seulement des acheteurs étrangers, mais des gens qui habitent ici et qui font des affaires ici. I will say this, though, that we do have to be very careful because investment in any form is going to help create housing. So to limit that from foreign investors who will be more reluctant, much more reluctant to invest in Montreal because there's now this tax imposed, that's going to slow development of housing. So it's really a give and take.
I understand the fear about speculation, and we don't want to have rampant speculation, but we do need investments. We need housing inventory to increase. I can't stress that enough. Okay, next question for Daniel. What is this red tape you are mentioning? Is there a way to balance having the private sector and government help solve this crisis? Absolutely, there can definitely be a balance. I'm all for a very strong urban planning department in Montreal. Montreal as a city government needs to be able to properly address its urban planning needs. However, the city does not have enough resources in terms of planners, architects, staff to accommodate the sheer number of requests and permit submissions that are being done right now, and it's creating a massive backlog for development of housing in the city. It could take 12, 18, sometimes 24 months to get city approvals to build housing. So that definitely deters people from wanting to do business in the city, and deters people from wanting to develop in the city. And it creates more of a supply issue that we have. So the red tape and the solution to that is for the city to invest more in its urban planning departments and its departments responsible for permits and approvals in order to facilitate development. Okay, thank you very much. Véronique, y a-t-il un moyen de limiter le prix comme une limite pour la hauteur d'un bâtiment lors de sa construction? Bien, comme j'ai répondu en privé là-dessus, c'est que souvent, la hauteur, les constructeurs et les promoteurs immobiliers vont demander de pouvoir construire davantage en hauteur parce que ça permettrait de faire des loyers moins chers. Donc, c'est plutôt l'inverse à la question. Et souvent, ça va donner lieu à des débats dans les quartiers. Dans certains quartiers, les résidents et résidentes vont s'opposer à des constructions trop en hauteur parce que ça va, dans certains cas, transformer la trame urbaine, etc. Donc, il y a souvent un débat sur ces questions de hauteur et souvent, effectivement, c'est un argument voulant que ça fasse baisser les prix, mais cet argument-là provient effectivement davantage des développeurs immobiliers. Et c'est ce qu'on appelle, il y a tout un débat aussi autour du bonus zoning. Actuellement, on parle de nos stratégies d'inclusion obligatoire de logement social et en l'absence de règlement obligatoire d'inclusion, ça mène souvent lieu à des demandes de bonus zoning, par exemple, où il va y avoir des négociations entre villes et promoteurs pour que ceux-ci ajoutent du logement social dans l'échange d'ajouts de hauteur, par exemple, dans leur construction. Merci. Pour François, si des personnes qui louaient avaient d'assistance par le gouvernement, ils paient leur salaire, penses-tu que le gouvernement doit assister plus ou est-ce que ça suffit? Si je comprends bien la question, est-ce que le gouvernement devrait donner plus d'aide aux locataires? C'est bien ça? Is that more or less what they're asking? Well, of course, the government has been given some help to cover the salaries, for example, for people who did lose their job. There's been a program which I don't think is efficient anymore, is working anymore, is offered anymore to lend money to tenants, which was not the solution. Not many of them did take advantage of that. I still, yes, strongly believe that direct help from the government for low income or even average income families to stay in Montreal, to be able to have affordable housing would be the solution. Okay, thank you very much. Pour Maxime, si vous en aviez le pouvoir, quelle province reproduiriez-vous et ce qui concerne les règles de loyer, logement, Ontario ou Colombie-Britannique peut-être? Il n'y a aucun modèle parfait. Il faudrait prendre les morceaux à la pièce. Mais en Ontario, il y a, oui, un contrôle obligatoire des loyers, mais il n'y a aucun contrôle lorsqu'il y a des changements de locataires. Donc, les propriétaires en profitent beaucoup à ce moment-là. En Colombie-Britannique, il n'y a pas un contrôle très serré des loyers. Donc, c'est pour ça que nous, on a juste des revendications. On ne veut pas se comparer trop non plus aux provinces, parce que oui, c'est des modèles
évidemment d'immobilier très différents. Donc, il faut un contrôle obligatoire des loyers, un peu comme c'est le cas en Ontario, mais au-dessus de ça, il faut un contrôle lorsqu'il y a des changements de locataires, parce que c'est là que surviennent les hausses de loyers importantes. Puis avec un registre des loyers, on viendrait un peu limiter les dégâts, parce qu'on permettrait aux locataires de connaître vraiment quels étaient les loyers payés par le passé, et ainsi permettre un droit reconnu dans le Code civil qui est de faire fixer le loyer si le montant a été trop augmenté. Mais c'est là que ça se passe beaucoup pour les augmentations de loyer. Tout ça contribue à la spéculation, puis ça crée un effet de domino qui finalement se répercute sur tout le marché de l'immobilier, parce que les propriétaires achètent les immeubles en se disant qu'ils vont pouvoir augmenter rapidement les loyers. Donc, il y a beaucoup de surenchères. Et c'est assez problématique. Là, avant, quand on achetait des immeubles, on faisait des contre-offres vers la baisse. Mais là, ce qu'on voit, c'est souvent plusieurs dizaines de milliers de dollars au-dessus des prix demandés. Les propriétaires qui vendent sont quand même un peu morts de rire. Et on ne pensait pas avoir 50 000 de plus que le prix demandé, mais c'est un réel fléau. C'est dur en tant que propriétaire de refuser ce montant-là qu'on peut l'avoir, mais finalement, tout le monde veut un peu en profiter. Mais si on vient rien faire pour contrer ces phénomènes-là, ça a des impacts vraiment importants sur tout le marché de l'immobilier, autant les locataires que les petits propriétaires. Merci. Question pour tout le monde. We talked about taxing foreign investment. What do you think about speculation being taxed at a higher rate? This has been successful in Vancouver. Je peux parler d'une autre mesure. On a parlé des taxes sur les acheteurs étrangers. Il y a aussi des taxes qui existent en Colombie-Britannique pour lutter contre les flips immobiliers. Donc, les flips, c'est quand on achète un immeuble, on évince les locataires, on retape l'immeuble, les logements pour les revendre rapidement, donc souvent dans un délai assez court. Donc, il y a des taxes sur si l'immeuble est revendu à l'intérieur d'un certain laps de temps, je pense que c'est 2 ans, il y a une taxe qui va être appliquée aux vendeurs lors de la vente. Est-ce que ça marche? Clairement, un peu, mais pas suffisamment. Est-ce que ça vient limiter certaines pratiques spéculatives? Sans doute, mais encore là, c'est vraiment pas la panacée. Sans contrôle obligatoire des loyers, sans registre des loyers, il n'y aura pas de mesures si efficaces que ça pour lutter contre la spéculation, malheureusement. I'm going to agree with Maxime. I think what we're talking about here with the foreign tax and the speculation tax and a few other things, you're really just trying to manage the symptoms, but you're not curing the underlying disease. And the underlying problem is that there is not enough inventory. I keep saying this, but we have immigrants coming in, people want to come to this city, people move to this city. Ça attire beaucoup de gens parce que c'est un très bonne ville, on a beaucoup d'emplois, on a toutes sortes de forces en économie. So because of that, there's a strong demand. And the only solution for a strong demand is a strong supply. All these other things are only going to artificially limit in certain cases, but the overall will not be affected. So I think we really need to focus on the underlying problem and not the outcomes and how it manifests. We really need to solve the disease. Okay, thank you. This will be our final question. Dernière question before closing statements. Open to everybody. Are rent costs in line with people's average income? I'll answer that. Again, the rent that people are paying are what they are willing to pay. Now, in Montreal, they're willing to pay a certain percentage of income, like I mentioned, 45%. In other cities, it's higher. It's 75% in Toronto, Vancouver. New York, I'm not sure what it is, but it must be very high. So the rent is directly related to how much people are willing to pay for housing. Now, if there's no other choices, then they're going to accept higher rent to stay where they are or to move to somewhere that suits their needs. So it's not a reflection on income necessarily, it's a reflection on what people are willing to pay for their housing. I do believe that the issue here is not necessarily the rent, the prices of the housing in Montreal or in Quebec, for that saying. I think we do have to take a look at the revenue that people have to live on. We know a lot of
middle class citizens who can barely afford to pay all their expenses on a monthly base. I think that the revenue and the taxation of the individual in Quebec is a major problem we will need to address. Bien, si je peux me permettre, je pense que les problèmes de logement sont un problème de revenus, mais aussi un problème de cherté. Et là, quand il y a une inadéquation carrément entre les deux, on a un problème, comme c'est le cas actuellement, c'est de ce dont on parle depuis le début. Mais c'est sûr que les problèmes de logement nécessitent aussi qu'on finisse par s'attaquer aux inégalités sociales et à la pauvreté. Le revenu à la retraite de certaines personnes leur permet difficilement de payer les loyers exigés sur le marché privé. Et là, on ne parle même pas des prix exorbitants dans les résidences privées pour aînés. Les personnes à l'aide sociale, par exemple, ont un chèque dont finalement qui est plus bas que le loyer moyen à Montréal. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu de revenus. Il faut s'attaquer à cet enjeu-là aussi. Le salaire minimum ne permet pas de se loger décemment à Montréal. Donc, oui, il y a une question de revenus, mais dans tous les cas, il y a aussi un enjeu de cherté des logements, finalement, et le fait que les loyers explosent. Et là, je fais le pont avec une autre question qui était posée, puis dont on n'aura pas pu parler, qui était est-ce qu'on répond à ceux et celles qui disent que quand on se compare, finalement, on se console parce que les loyers dans d'autres grandes villes canadiennes sont beaucoup plus chers. Mais pour nous, c'est pas un argument de dire que il faut arrêter de vouloir contrôler le prix des loyers parce que c'est toujours plus cher ailleurs. C'est plus cher ailleurs parce que on a peut-être des mesures, même si insuffisantes, des mesures qui, au Québec, ont permis de garder les loyers historiquement plus bas. Mais on voit actuellement que ce n'est pas suffisant et que ça déborde et que ça explose. Donc, c'est sûr que si on se compare avec d'autres villes canadiennes, on voit que ces villes-là sont carrément inabordables et que les locataires, finalement, à revenus moyens, ont dû quitter la ville. Si on ne veut pas en arriver là, il faut agir maintenant et c'est une raison pour laquelle il faut garder ces logements locatifs à prix abordable. Maxime, commentaire? Non, ça va. OK. Alors, chaque panéliste a le temps de faire une déclaration de clôture de 90 secondes. You have time to make one 90-second closing statement. On va commencer avec Véronique. Oh boy. D'abord, merci beaucoup pour ce panel et ce débat très intéressant. On voit que la crise du logement, finalement, c'est un enjeu majeur dont il faut s'occuper. Des débats comme ce débat-là doit être un débat de société. Malheureusement, actuellement, il n'est pas dans les priorités gouvernementales et on espère qu'on va arriver à ça pour qu'on puisse en faire une priorité politique et une priorité budgétaire. Donc, dans les derniers mois, ça a évolué. La ministre responsable de l'Habitation dit maintenant que c'est une priorité de son gouvernement. Il faudra voir dans le prochain budget si ça en est vraiment une. Dans tous les cas, le logement, ça demeure un droit fondamental qu'on a tendance à oublier et que les gouvernements se sont engagés à respecter de façon toujours progressive. Actuellement, on régresse dans la mise en œuvre de ce droit-là. On régresse en tout cas dans les investissements qui y sont consacrés et la pandémie, en fait, met en lumière l'importance des droits économiques et sociaux, le lien entre la santé, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un logement décent. Donc, on espère que, comme société, on va prendre ce débat-là par les cornes et s'y attaquer pour en faire une réalité pour tous et toutes. Merci. François. Vous êtes François, I believe you're on mute, François. Tu es encore sur mute, François. There we go. Okay, I wanted to thank the organizer of this event who have invited us, and have given us the opportunity to have this discussion with other parties related to this housing situation. Now, if I may end with this, in the decision to increase rents or not,
we have to take in account the expenses required for the landlord to maintain in good situation, in good state, their buildings, the cost that they have for the taxes, the insurances, and the work that are being done, the furniture that they need to fix the place. When a landlord invests thousands of dollars in renovation, or sees his insurances go up drastically, how can we ask him not to raise the rent? I think that each situation is a different situation, being a landlord or a tenant. I strongly believe that the assistance of the government for the landlord to maintain and renovate their buildings is a main objective. Also, we definitely need to be able to maintain the renting park. We need certain measures other than just helping for renovation and help to the tenants. We need to be able to when a lease ends, to be able to put the price of back to the price of the market, the apartments that are available. And we think that even though that we know that a lot of most of the tenants association do not agree with that, but the dépôt de garantie would allow the landlord to cover the expenses that sometimes are occurred when a tenant leaves the apartment and has damaged it. Those expenses are reflected on the rent increase to other tenants. I think that it is an avenue we should look at. Maxime. Oui, merci beaucoup pour l'organisation de cette soirée. Merci à tout le monde qui sont venus nous écouter. Je me limiterai à dire que finalement, si on n'arrive pas à des consensus, puis on n'arrivera jamais à des consensus entre les associations de propriétaires et les associations de locataires, c'est bien simple parce qu'on a deux visions diamétralement opposées sur ce qui est le logement. Pour nous, c'est un droit fondamental qui doit être garanti, respecté par l'État et que le marché privé ne répond pas à ce droit. Et de l'autre côté, c'est un droit qui doit être protégé, le droit de propriété, et donc le droit au profit, le droit d'en faire plus. Après, à différents degrés, évidemment, c'est pas tous les propriétaires qui font des pratiques spéculatives sauvages qui évincent quotidiennement des locataires, mais quand même, la logique est là du logement capitaliste et il est là pour faire de l'argent. Et on ne pourra jamais s'entendre au final, on ne pourra jamais se rejoindre entre les deux, parce que nos visions sont diamétralement opposées. C'est des droits qui s'opposent et qui vont toujours s'opposer tant que ce droit-là ne sera pas garanti par l'État, notamment en ayant davantage de logements sociaux. Merci beaucoup. Agree to disagree. Merci. Daniel, you get the last word. I want to thank you guys for organizing this, and thank you to all the panelists who took time. It's a great debate, and I'm glad you brought on voices from all aspects of this issue. I think all four of our panelists can agree on two things. Number one, that there's a housing crisis, and number two, that there's something that the government can do about it. And I think that's really important to understand. It's not just one thing that the government can do, it's many things that the government can do. They can make it easier for the private sector to develop, and they can also put investments into social and affordable housing projects on their own. So I think it really is going to take a two-pronged approach from the government, but most importantly, it's that the will of the people has to be strong enough to elect those who want to make a difference. And that has to be a fundamental, strong issue for voters. And once that happens, then the government will be able to act on it. And I'm confident that the government can act on it. And if they do, it'll solve a lot of the problems we have going forward, but it's going to take a lot of effort. Thank you very much. So that does it for our very interesting panel discussion on this topic this evening. Thank you all again for participating. Merci pour votre participation ce soir. Thank you to the organizers for all their hard work, the panelists for giving their valuable time, and of course, Jason Prince and the School of Community and Public Affairs for making this possible. Thank you and have a great rest of your evening. Bonsoir. So thank you to our panelists, merci à nos panélistes and Chris, for taking the time and having this very important discussion.
in Montreal. Thank you to our translator, Mylène, for making this accessible to French and English speakers in Montreal. I'd like to also thank and congratulate my fellow organizers in making this happen, as well as Jason, our teacher, and Catherine, as TA, for helping us along the way. Thank you for everyone who's attended and engaged with us this evening. You guys have really helped us make this a dynamic experience. And there will be a panel next week on Montreal's downtown after COVID. We'll put more information in the chat. Have a good rest of the evening. Thank you very much. J'espère qu'on aura la chance de discuter ensemble à nouveau sur d'autres forums.